non, rien n'est parfait, même pas mon tipi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les problèmes qui étaient survenus avec mon tipi ou auto et la façon dont je les ai réglés ou pas, si vous avez des suggestions. Je me suis dit que peut-être ceux qui avaient des tipis, ça pourrait les aider ou les consoler. En tout cas, je vous montre tout ça. Je commence en vous parlant d'un mode de fumée. Celui à droite, c'est une perche originale. Celui à gauche, la perche est beaucoup plus grosse parce que j'ai dû la remplacer. L'hiver passé, le pied était pris dans la neige, dans la glace et j'ai voulu bouger le mode fumée. Alors j'ai tiré un peu trop et il y a eu une cassure à peu près à ce niveau-là. J'ai réussi à enlever le morceau qui était attaché. Par contre, j'ai pas réussi à fixer la perche dans le haut avec le cordon de toile qui est prévu parce que c'est trop haut, ça prendrait un escabeau. Heureusement, j'ai quelques perches en réserve et puis celle-ci, ça a été quand même facile à remplacer parce que c'est à l'extérieur, mais qu'est-ce qui arriverait si une des perches intérieures brisait? Ça serait vraiment toute une tâche à remplacer. Un autre problème récurrent, celui-là, donc à chaque printemps, quand la neige fond, elle s'infiltre dans le tipi et ça me fait des belles étendues d'eau, là. Je peux pratiquement pas aller dans le tipi. Bon, le premier printemps, je ne m'attendais pas à ça parce que j'avais nivelé l'espace pour placer le tipi, mais juste à côté, le terrain remonte, alors il y a eu de l'eau. Pour le deuxième printemps, j'ai creusé une rigole tout autour du tipi pour être certaine que l'eau s'écoule par là au lieu d'entrer. Mais je m'y suis pris trop tôt. Alors quand les grands pins qui sont tout autour ont perdu leurs vieilles aiguilles, ben elles ont rempli ma rigole, gelée en place. Alors c'est comme s'il n'y en avait pas eu. Au printemps, j'ai encore eu de l'eau. À la fin de l'automne suivant, j'ai attendu que les pins perdent leurs aiguilles. Et puis là, ben, j'étais pas plus avancée parce que le sol était gelé. Donc, j'ai quand même fait une rigole en utilisant un pic. Puis je l'ai faite beaucoup plus large, là, un bon 10 cm. Cette fois, ça a beaucoup aidé. J'ai eu beaucoup moins d'eau, mais comme on a eu un hiver avec énormément de neige, ben, il y en a eu quand même. Puis j'ai été une semaine au moins là, à ne pas pouvoir entrer dans le tipi. Alors cette année, j'ai pris les grands moyens. J'ai placé des sacs de sable que la municipalité met à notre disposition pour faire des digues pour les inondations. J'aurais aimé placer les poches de sable à l'intérieur, entre les deux toiles, sur le rabat de la doubleuse, mais c'est très très lourd, hein? 40 livres, 20 kilos à peu près. Ça se manipule mal, alors je les ai placés comme ça. J'ai placé des poches de sable de ce côté-ci du tipi, et puis sur la moitié de la circonférence à peu près, un peu plus loin que la tête de la couchette. Et puis comme l'eau peut entrer jusqu'ici, ben, j'en ai mis aussi 3 dans la porte, mais je les ai placés à la dernière minute là, pour ne pas me prendre les pieds dedans chaque fois que j'entre dans le tipi. Les poches de sable aussi, il faut les placer avant le gel parce que sinon ça va être impossible de les positionner correctement pour ne pas laisser passer l'eau. Évidemment, de ce côté-ci, ça bloque l'entrée d'air, même s'il reste presque la moitié du tipi qui a un espace pour laisser passer l'air entre les deux toiles. Est-ce que si c'était un feu ouvert, il y aurait assez de circulation d'air? Ben, c'est à voir. Mais comme je chauffe avec un poêle, il n'y a pas de problème de fumée. Justement, parlons-en du poêle. Ça, c'est ma plus grosse déception. Dès le premier hiver, il s'est mis à rouiller. Dans la base, il est pas mal rouillé aussi. Sur le dessus. Vous vous souvenez peut-être que j'avais installé un parapluie coincé dans l'ouverture pour diminuer la quantité de pluie et de neige.
L'inconvénient, c'est que l'humidité restait à l'intérieur, pas assez de circulation d'air. Donc, on voit le mildiou qui a commencé à se développer sur la toile extérieure. Il n'y en a pas sur la toile intérieure, heureusement. Les visiteurs me faisaient remarquer, « Mon Dieu, c'est humide hein, quand on rentre! » Donc, j'ai réglé le problème de circulation d'air et d'humidité en enlevant le parapluie pour l'été. Mais là, on a eu beaucoup de pluie. Le poêle est encore plus rouillé qu'il était. Je sais bien que c'est pas un poêle destiné à passer l'année dehors, mais je pensais qu'il durerait un peu plus longtemps quand même. Parlons de la cheminée maintenant, qui est en acier, noir, très résistant. Mais pas plus résistant, sinon encore moins que la tôle du poêle. Alors, vous voyez ce que j'ai ajouté ici, là? C'est exactement le même produit que la rehausse de cheminée que j'avais mise, qui est restée brillante, parce que c'est pas très chaud rendu à cette hauteur. Il n'est pas resté brillant parce qu'il a chauffé, mais ça peut endurer une température jusqu'à 4000 degrés, donc il n'y a pas de problème. Je l'ai fixé par-dessus la dernière section de la cheminée, qui est tellement rouillée qu'en frappant dessus pour vérifier l'épaisseur, je l'ai percé. Alors, je ne l'ai pas enlevé pour pouvoir garder le clapet. Je l'ai entouré avec ce nouveau tuyau parce qu'il est impossible d'en trouver des noirs. Il y a un certain problème ici parce qu'il y a un espace entre le rond du poêle et le cercle, la gaine de la cheminée. Ouais, je peux voir ici que j'ai vraiment serré à outrance, alors je vais le desserrer pour que la base soit un petit peu plus large. Je peux encore bouger le clapet, fermé. Je ne peux pas l'ouvrir complètement, mais c'est mieux que rien. Peut-être que si je desserre la bague, je vais pouvoir l'ouvrir complètement. Mais ça, évidemment, je vais attendre que tout soit refroidi. Je me suis posé la question, si le poêle lui-même perce, qu'est-ce que je fais? Je pense pas en installer un autre, à moins de trouver un modèle qui serait plus résistant. Alors, je pense que je sortirai le poêle et je reviendrai au rond de feu. Un feu ouvert, c'est tellement plus inspirant, puis de peu de chances que je passe encore des nuits ici en hiver. Dans les autres saisons, ben, j'ai pas besoin d'entretenir le feu toute la nuit. Alors, s'il y a un petit problème d'évacuation de la fumée, ben, je ne serai pas endormie. Encore autre chose qui promettait monts et merveilles, les bûches écologiques. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais ça vaut la peine d'être répété. C'est des bûches qui sont faites à partir de résidus de bois, donc qui ne nécessitent pas de la coupe de nouveaux arbres, sauf que ça vaut rien. Ça s'effrite, ça brûle sans faire de flamme, ça ne dure pas plus longtemps qu'une bûche ordinaire. J'aime autant couper mes vieux arbres et les brûler que d'acheter des produits qui ne valent pas grand-chose. Peut-être que dans la maison, ça conviendrait, mais certainement pas dehors. Pourquoi faire chauffer de l'eau? Ben, pour le chocolat chaud, bien sûr. L'éclairage maintenant. Ça, c'est ma lampe Lucy qui a 3 degrés. 3. Les clignotants. Ça fonctionne très très bien pendant 3 saisons. Mais parce que c'est une lampe solaire, elle se recharge facilement l'été. Quand je vais ailleurs, c'est toujours ça que je prends. Sauf que l'hiver, les jours sont moins longs pour la recharger et le soleil est beaucoup moins présent. C'est pour ça qu'en hiver, j'apporte mon fanal Coleman qui a lui aussi 3 degrés, plus le clignotant. Attendez un peu. Donc, il éclaire vraiment très fort. Ça, c'est le clignotant d'urgence. Alors là, je le mets au plus faible. C'est assez pour filmer, c'est assez pour lire. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est un fanal Coleman rechargeable avec un fil USB qu'on garde dans la base.
Très bon achat, c'est ma lampe d'urgence pour les pannes d'électricité à la maison. Il me reste un dernier problème dont je veux vous parler parce que celui-là, il est vraiment sérieux. Il aurait pu me causer des dommages neurologiques très graves avec des séquelles permanentes. Alors écoutez bien, ceux qui laissent du matériel au grand air un certain temps, ou même des camps de chasse là, ou des cabanes pas isolées, attention à ce qui se passe là-dedans quand vous n'êtes pas là. Ça, c'est la doublure de polaire que j'avais fait pour ma couverture de fourrure. Et puis, un beau jour, j'ai remarqué des trous. Mais c'est pas des trous d'usure, ça. Alors, je me suis dit, bon, il y a des souris qui viennent grignoter, chercher de quoi se faire un nid quand je suis pas là. Alors, à partir de là, à chaque fois que je venais, j'aspergeais l'intérieur, l'extérieur du couchage avec de l'huile essentielle de clou de girofle parce que j'avais lu que ça éloignait les rongeurs. J'inspectais soigneusement la doublure des fourrures chaque fois que je venais et il n'y avait pas de nouveaux trous, donc je croyais que le problème était réglé. Mais un jour, j'ai passé la main comme ça sur la fourrure, puis c'était tout granuleux comme s'il y avait du sable. Alors je l'ai secoué et ce qui en est sorti, c'est des excréments de souris, de musaraignes, de mulots, de souris sylvestres. Il y en avait à la grandeur des deux parties de la fourrure. Autant sur la fourrure de raton laveur que sur celle du loup, il y en avait partout. Pourquoi c'est grave? Ben, c'est que les rongeurs, et en particulier la souris sylvestre, sont porteurs d'un virus, le hantavirus, H-A-N-T-A virus, qu'on retrouve dans les fesses, dans les excréments, dans la salive des rongeurs et qui peuvent causer des dommages épouvantables au cerveau. On peut devenir tétraplégique, paralysie cérébrale, juste à inhaler la poussière de ces excréments. Alors, il n'était pas question que je les laisse sur mon lit. J'aurais pu peut-être passer l'aspirateur très énergiquement ou déposer la fourrure dans la sécheuse sans chaleur pendant un grand bout de temps pour espérer qu'en les brassant puis en les aspirant, tout disparaisse. Mais je suis restée craintive avec ce hantavirus. Alors, j'ai eu la bonne idée de mettre la couverture dans la laveuse. La fourrure est ressortie très belle côté poil, douce, luisante, les deux parties. Mais côté cuir, ça a été la catastrophe. Parce que ça a beaucoup rétréci, il aurait fallu que je l'étire. Quand j'ai essayé d'étirer la peau de loup, ben, comme c'était un vieux manteau, ça s'est déchiré à quelques endroits. La partie de la couverture qui était faite de fourrure de raton laveur, là, de chat sauvage, comme on dit, là, elle aussi est devenue très douce et brillante, puis un peu moins raide, mais j'ai pas voulu essayer de l'étirer. Mais mes fourrures ont beaucoup rétréci, alors je pense pas en avoir assez pour me couvrir complètement. De toute façon, il n'est plus question de les laisser ici. Je vais les conserver dans le coffre. Celle-là est encore souple. Alors, je vais seulement traiter le loup avec, bon, j'ai de la graisse d'ours ou de l'huile de pied de bœuf, s'il y en a qui ont un conseil à me donner, pour lui redonner un peu de souplesse. Évidemment, je pourrais recommencer le tannage, mais ça ne me tente pas du tout, sans savoir si les coutures tiendraient bon. J'ai remplacé les fourrures par des couvertures ordinaires et la toile bleue que je mettais sur le dessus, je l'ai remplacée par une toile en plastique assez grande pour pouvoir le rabattre. Alors comme ça, il n'y a pas d'ouverture pour les rongeurs. Et puis j'ai remplacé l'huile de clou de girofle par ces petits sachets. C'est un petit sac qui contient quelque chose qui est sans odeur pour les humains, mais que les rongeurs ont en horreur. Et puis je vois que c'est pas gelé, c'est encore bouf, une espèce de poudre, des flocons. Je suis pas ici pour faire de la publicité, là, mais on en a vu beaucoup de publicité à l'automne. Alors je me suis dit que je perdais rien à l'essayer. Selon les publicités, c'est bon pour
empêcher les rongeurs d'aller dans les VR quand ils sont entreposés pour l'hiver. Donc, ça devrait être bon pour mon tipi aussi. Alors voilà, c'était les problèmes, les solutions. Si vous avez des idées pour moi, je vais tout prendre. Et puis, comme ça va être certainement ma dernière vidéo avant les fêtes, ben j'en profite pour vous offrir tous mes vœux, la paix, le bonheur. Sortez, sortez, il fait beau, même en hiver. Et puis, bonne chance à mes anciens collègues enseignants. J'espère que la grève va porter fruit. Encore une fois, j'ai déjoué l'hiver. Il fait 0 dehors. Ici, ça a monté jusqu'à 11. Et maintenant, je laisse le feu s'éteindre. Ça descend tranquillement à 7. Et puis, j'ai une question pour vous avant de finir. Ma dernière question, la voici. Il y a 2 ans, pour Noël, je vous avais fait une compilation de séquences ratées, de bloopers. Depuis 2 ans, c'est sûr que j'ai accumulé encore des scènes pour faire rire de moi. Alors, si ça vous intéresse, si ça vous fait rire, s'il y a au moins 10 personnes là, qui me disent dans les commentaires « Oui, on veut les voir », je veux vous préparer ça avant le jour de l'an. Puis sinon, ben, bonne année, on se revoit en 2024.